présente rapidement. Je suis enseignante et chercheuse à la fac d'économie de Grenoble. Donc côté enseignement, bah, voilà, je suis enseignante. Et côté recherche, je travaille depuis maintenant plus de 15 ans sur les secteurs avec des emplois dits féminisés, principalement sur l'aide à domicile, mais ça fait quelques années qu'on a élargi, je dis on parce que je ne travaille jamais toute seule, qu'on a élargi à tous les secteurs sociaux et médico-sociaux. On a notamment, il y a un certain nombre de camarades qui sont dans la salle, une grosse recherche en cours sur le secteur du handicap. Voilà, donc là, sur cette intervention-là, alors je suis vraiment contente de pouvoir intervenir et d'avoir pu assister aussi à la matinée, parce que tout à l'heure il a été évoqué le film Debout les femmes, donc qui est un film de Ruffin et Perret sur les métiers dits du lien, et ça fait plusieurs fois que je suis invitée à animer, à intervenir dans des débats post-projection, et 2 fois il y a eu la question qui est venue en gros, mais que fait la CGT ? Donc, ce qui me permet de pouvoir expliquer un petit peu justement ce que fait la CGT. Donc, les matinées comme ce matin permettent aussi de renforcer ces éléments-là. Mais c'est vrai que du coup, dans le film, il est évidemment à voir, puisqu'on se rend compte quand même des conditions de travail et d'emploi de ces salariés ES qui font ces métiers-là. C'est vrai que dans le film, ce qui est quand même très dommage, c'est qu'on voit peu les côtés collectifs, les côtés lutte, et notamment lutte syndicale, parce qu'il y a eu des avancées minimes, on va le voir cet après-midi, mais il y a quand même eu des avancées. Et tout à l'heure, Aurélia, tu disais, quand il y a des femmes, il y a du combat, quand il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de combat. Et voilà, et donc l'idée un petit peu de l'intervention de cet après-midi, c'est une première, d'accord, c'est la première fois que je vais présenter ça. J'interviens beaucoup depuis des années, notamment pour la CGT et avec la CGT. D'ailleurs, je le dis maintenant, si j'oublie de le dire, évidemment, les copines qui sont dans la salle, je suis à votre disposition. Je suis plusieurs fois intervenue dans des assemblées générales, dans les contours qui sont les vôtres, mais évidemment, tout ce que je fais, c'est fait pour être partagé, présenté, etc. Donc voilà, faut pas hésiter. Et jusqu'à présent, j'intervenais sur des choses plus précises. Et là, c'est un peu une synthèse de 15 ans de recherche que je vais vous proposer, donc c'est une première, j'espère que ça va aller, sachant que sur chaque diapo, presque, on pourrait tenir des heures et des heures, d'accord ? Donc je vais essayer c'est vraiment une synthèse, et c'est une synthèse sous l'angle qu'on a choisi ensemble avec Marie-Laure en préparant cette intervention, sous l'angle d'essayer de mettre en visibilité les freins à la reconnaissance des qualifications dans ces métiers-là. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment la ligne un petit peu, sachant que pour chaque frein, je le redis, on pourrait y passer des heures de discussion, de débat, de présentation, voilà. Donc je vais essayer de synthétiser en étant clair. Voilà, donc cette partie-là de ce gros travail de synthèse, c'est un travail que je mène avec François-Xavier Devetter, qui a déjà été cité ce matin par Rachel, qui contribue à tout ce qui est un petit peu essayer de quantifier ce que ça permettrait de créer un grand service public des métiers du lien. Voilà. Alors, d'abord, en introduction, quelques éléments qui ne vont pas être le cœur de mon intervention. En général, c'est le cœur de mon intervention, mais ça me paraît quand même important de le dire ou de le redire. D'abord, dire que l'aide à domicile, donc quand on parle d'aide à domicile, c'est tous ces métiers, c'est l'aide à domicile au sens d'une branche professionnelle qui s'appelle l'aide à domicile, c'est tous ces métiers d'aide et d'accompagnement au domicile des publics considérés comme étant fragiles, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les familles dites en difficulté, d'accord ? Donc soit suivies par la CAF, soit par le conseil départemental. C'est très important parce que ça pèse beaucoup, on en a un petit peu parlé, on y reviendra dans les freins à la reconnaissance des qualifications. Oui, parce que du coup, sur le diapo, là, j'ai une non-qualification, évidemment, entre guillemets, parce qu'on est complètement dans l'idée, et c'est vraiment notre propos depuis des années, on est face à des métiers qualifiés. D'accord ? Il y a une question de non-reconnaissance sociale et collective de ces qualifications, mais ces métiers sont qualifiés. Donc d'où les guillemets, et c'est pour ça qu'on parle de frein, non pas à la qualification, mais à la reconnaissance de ces qualifications. Alors d'abord, effectivement, rappelez que ces métiers sont d'origine domestique. Et ça, c'est important de le dire parce que ça pèse énormément. Quand on dit d'origine domestique, ça veut dire que les types d'activités, pas les métiers, mais les activités d'aide à domicile, ont toujours existé. D'accord ? On n'a pas attendu les années 50 avec les premières formes d'organisation collective pour que ça existe. Ça a toujours existé dans la sphère domestique, donc faite par les femmes de manière gratuite et invisible.
Et le côté domestique joue sur l'invisibilité. Il y a une chercheuse qui s'appelle Annie Dussuet, qui est une sociologue. D'ailleurs, la prochaine fois, il faudra qu'on mette le livre aussi en vente parce qu'elle a fait des travaux absolument extraordinaires. En fait, ce qu'elle montre, c'est que toutes ces activités, je suis désolée, je bouge beaucoup, j'arrive pas à rester assise dans la bombe, alors voilà, je vais faire comme ça je sais pas, bon bref, on va voir, peut-être je me lèverai au bout d'un moment. Que toutes ces activités qui sont d'origine domestique, un critère de qualité des activités domestiques, c'est l'invisibilité justement. D'accord ? Quand on est un homme ou des enfants et qu'on a sa femme ou sa mère qui s'occupe de toutes les activités domestiques dans le foyer, quand on rentre le soir, un critère de qualité, c'est que la maison soit propre, c'est que les enfants soient propres, que les devoirs soient faits, que le repas soit prêt, que la table soit mise, mais surtout, qu'on ne sente pas que les femmes elles soient fatiguées et qu'on ne puisse pas voir tout ce qui a été nécessaire tout au long de la journée pour arriver à ce résultat-là. Et ça pèse énormément. L'invisibilité est un critère de qualité dans la sphère domestique. Et du coup, c'est un frein terrible aussi dans nos représentations pour laisser bien dans l'invisibilité tout ce travail et ces efforts qui ont été nécessaires pour réaliser ces activités. Dans l'aide à domicile, on avait travaillé avec des juristes du travail. En fait, il n'y a pas d'équivalent en France, en tant que secteur d'activité, en termes de lenteur de la reconnaissance d'un secteur d'activité. D'accord ? Les premières formes d'organisation collective, au départ c'était des associations, ça date des années 50. D'accord ? La première certification, c'était le CAFAD au départ, une certification d'aptitude professionnelle, date de 1996. Et le premier diplôme d'État, 2002. D'accord ? Il n'y a pas d'équivalent en France en termes de lenteur de cette reconnaissance de ce secteur d'activité. Et il a fallu attendre 2002 pour que ces activités soient reconnues en tant que telles, comme appartenant à ce qu'on appelle le secteur social et médico-social, c'est-à-dire pour qu'il y ait une reconnaissance que ce ne sont pas des activités de confort où, quand on est à deux à travailler, on fait appel à des employés de ménage pour nous aider, qu'il s'agit bien d'activités sociales et médico-sociales qui s'adressent à des publics dits fragilisés ou mis en situation de fragilité. Et puis, donc ça, des années 50 jusqu'en 2002, donc beaucoup de labeur. Et puis, en 2005, énorme retour en arrière pour les quelques avancées qu'il y a eu avec le marché des services à la personne et la loi Borloo. D'accord ? J'ai absolument pas le temps de le développer, mais voilà, ça fait partie des travaux qu'on a fait. J'étais intervenue il y a longtemps à l'Assemblée Générale, à la DPA, sur cette question-là, sur tout ce qui a déconstruit la loi Borloo. On pourrait y revenir parce qu'à mon avis, c'est fondamental, mais simplement, à partir de 2005, on fait un pas en arrière par rapport à la reconnaissance de ces activités comme faisant partie du secteur social et médico-social, et on crée un marché. D'accord ? Donc l'aide devient une marchandise, une mise en marché d'un fourre-tout d'activités. Donc plus l'aide à domicile, mais les services à la personne ou l'aide à domicile est mélangée avec les services de confort, le bricolage à domicile, l'assistance informatique à domicile. Et puis au tout début, alors ils l'ont retiré parce qu'il y a quand même eu une montée au créneau d'un certain nombre de représentants de l'aide à domicile. Au début, il y avait eu le toilettage pour chiens à domicile aussi, à l'intérieur des services à la personne. Pourquoi ? Parce que ça débouchait à des exonérations fiscales et sociales importantes. D'accord ? Et donc, il y avait un enjeu fort. Voilà. Donc, pour vous dire la logique derrière, et la raison d'être des services à la personne, ça a été, et ça c'est un frein énorme à la reconnaissance des qualifications parce qu'on est complètement là-dedans encore depuis, c'est ce qu'on appelle la rhétorique, parce que c'est une rhétorique du gisement d'emploi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, un des freins les plus importants de la reconnaissance des qualifications, c'est le fait de pouvoir continuer de considérer ce secteur d'activité comme étant un gisement d'emploi, c'est-à-dire comme pouvant absorber une partie des demandeuses d'emploi non qualifiées. D'accord ? Un secteur d'insertion, on peut le dire aussi. Et ça pèse énormément, et sur tous les rapports pré-loi qu'il y a eu, dans le cadre de la prise en charge de la perte d'autonomie, il y a toujours cet objectif-là. On ne peut pas fermer ce secteur-là. Il ne peut pas y avoir de diplôme qui soit des barrières à l'entrée, c'est-à-dire le diplôme existe mais ne doit pas être une nécessité pour réaliser ces activités-là, parce qu'il s'agit d'une masse d'emplois pour lesquels les besoins vont augmenter, non délocalisables, qui permettent d'être une réponse au chômage des demandeuses d'emploi non qualifiées. Et donc, je le cite juste, j'y reviens pas, Rachel l'a dit, puis on l'a dit aussi à plusieurs reprises,
toute cette rhétorique-là et les origines domestiques de ces activités-là font qu'effectivement, un des freins aussi énormes pour la reconnaissance des qualifications, c'est une idéologie des compétences féminines, d'accord, qui irait à l'encontre du coup d'une qualification professionnelle et de reconnaissance sociale de ces qualifications. Si c'est des compétences féminines, on est né comme ça, on n'a pas de mérite, on ne va pas être payé pour des choses dont on est finalement naturellement doué pour les réaliser. Voilà, et donc du coup, dans ce contexte-là, il y a des stratégies évidemment largement invisibles, hein, à la fois publiques et privées, on y reviendra, de maintien de ces activités-là dans la non-qualification, encore une fois, entre guillemets. Alors là c'est pareil, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais je le dis quand même, c'est important. Moi, ma manière d'analyser ces emplois-là, c'est une analyse qu'on appelle en termes de rapports sociaux de sexe. Ça veut dire quoi? Rachel en a parlé aussi tout à l'heure. Rapports sociaux, ça veut dire le rapport entre capital et travail, d'accord? C'est-à-dire que la reconnaissance, le maintien de métiers, quel qu'il soit, dans des non-reconnaissances, c'est un rapport de domination du capital contre le travail. Parce qu'il y a un intérêt du capital à garder dans la non-qualification des emplois, évidemment pour générer toujours plus de profit. Et pourquoi rapports sociaux de sexe? Parce que le fait qu'il s'agisse d'emplois dits féminisés renforce ces ressorts d'exploitation et permettent, on va le voir, hein, l'inventivité du capital est extraordinaire, permettent de créer des espaces nouveaux d'exploitation. D'accord? Et donc, effectivement, il y a un cumul d'exploitation quand on est non qualifié et femme. D'accord? Donc voilà, je ne passe pas plus de temps, mais c'est quand même important. Alors, l'idée, effectivement, de cette intervention, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on maintient dans la non-reconnaissance sociale des savoirs et des savoir-faire. Rachel en a un petit peu parlé aussi ce matin. L'idée, c'est que, je le dis non plus sans aller dans les détails, mais c'est quand même important, l'idée, c'est que la qualification et la non-qualification, ce que socialement on reconnaît comme étant qualifié ou non qualifié, c'est une histoire de reconnaissance sociale, c'est une histoire de lutte sociale. D'accord? C'est une histoire de rapports sociaux. Il n'y a aucune évidence à ce que, bah oui, c'est normal, toi, tu as une qualification, bah oui, c'est normal, toi, ton métier est complexe. Ben moi, je suis non qualifiée parce que finalement, n'importe qui peut faire ce métier-là. Tout ça, c'est des questions de représentation, de lutte sociale, et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'à mon avis, et c'est pour ça que je présente ça, à mon avis, il nous faut travailler, et je continue de présenter ce type de travaux dans le cadre de la CGT, parce que je reste absolument convaincue que la CGT est un des espaces privilégiés pour pouvoir discuter de cette bataille-là, et pour pouvoir essayer de comprendre par quel bout on peut prendre les choses pour essayer de mener cette bataille-là. Ça pose la question beaucoup plus globale, hein, là on parle des qualifications, on va aussi parler de la pénibilité, mais globalement ça pose la question collective de, Rachel en a parlé aussi de la notion de valeur, qui et sur quels critères on détermine ce qu'il y a de la valeur dans la société. D'accord? C'est pas le propos, mais par exemple, on parle tous du PIB, du produit intérieur brut. On a l'impression que un pays qui crée beaucoup de richesses, c'est un pays dont le PIB augmente. Le PIB, c'est pas la richesse créée. Le PIB, c'est uniquement les richesses marchandes. Et rien que le fait de faire une confusion entre richesse et PIB, ça veut dire que collectivement dans la société, ce qui nous semble avoir de la valeur, c'est ce qui s'échange sur un marché. D'accord? Et donc, la question de la qualification, la question de la reconnaissance des qualifications, de la reconnaissance de la pénibilité, on va y venir, mais aussi la manière dont se sont constitués les syndicats, les luttes syndicales, ont été construits et gagnés dans une société industrielle et masculine. Et ça continue de peser terriblement, et les parois de verre dont parlait Rachel, on pourrait complètement les analyser comme finalement ce qu'on a estimé devant relever de la complexité, de la technicité, au départ historiquement, et qualifier les métiers pour lesquels il a fallu beaucoup de travail pour transformer une matière première. Et bien quand la matière première c'est la personne âgée, c'est compliqué de reconnaître le degré de technicité, de complexité des métiers et des qualifications. Voilà. Donc, toujours dans l'introduction, le diapo, évidemment, il sera à votre disposition. Je vais un petit peu vite parce que pour vraiment comprendre les ressorts du maintien dans la non-qualification, il faut quand même savoir de quel type de métier on parle et de quel type de salarié on parle. Donc, des constats qui sont maintenant connus, partagés, etc. 97% de femmes dans l'aide à domicile, une invisibilité très très forte, y compris statistique. Et ça, c'est important. Je rentre pas dans les détails, mais il y a un enjeu statistique. Il y a des pressions extrêmement fortes qui sont faites sur l'INSEE depuis la loi Borloo des services à la personne pour ne plus conserver la catégorie statistique des aides à domicile et l'englober dans les services à la personne. D'accord? Si jamais ça arrive,
On n'aura plus d'outils statistiques pour essayer de mettre en visibilité de manière extrêmement insatisfaisante, parce que l'INSEE, l'Institut lui-même, a été construit dans le cadre de la grande entreprise industrielle, donc on a déjà énormément de mal à comptabiliser les emplois, le temps de travail, le type d'employeur, etc. Mais on a quand même une base sur laquelle on peut s'appuyer, même si elle est très imparfaite, et donc il y a aussi une invisibilité, une volonté de mettre encore plus en invisibilité statistique ces salariés. Donc évidemment, beaucoup de travailleuses pauvres, hein, avec un salaire mensuel moyen de un peu moins de 900 €, pour les raisons, on va en reparler, hein, de la question effectivement du temps de travail, d'accord, c'est-à-dire qu'on cumule à la fois des salaires horaires proches du SMIC horaire et des conditions sociales du service qui font que le temps plein est insoutenable, d'accord, on y reviendra également. Une rhétorique très forte aussi d'un emploi d'appoint. Hein, on avait, je repense à Michel de Bonneuil qui a été celle qui a investigué toute la loi Borloo, qui expliquait dans son rapport d'évaluation du plan Borloo, mais finalement, oui, ces emplois, ils sont à temps partiel, ils sont à salaire partiel, mais il n'est pas légitime de les comparer, hein, Rachel parlait de comparaison, il n'est pas légitime de les comparer à des emplois industriels parce que globalement, ce sont des emplois d'appoint. D'accord ? Il est clair que les statistiques montrent que les aides à domicile sont plus souvent que l'ensemble des employés à la tête de familles monoparentales. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'emploi d'appoint, mais ça continue de peser. Alors, on a tendance à dire que ces emplois sont massivement exercés à temps partiel. Je vous invite à arrêter de dire ça et de parler de temps plein non reconnu, parce que les témoignages ont commencé à le dire et peut-être qu'on va pouvoir en rediscuter, mais en fait, on ne peut pas parler de temps partiel, ce sont des temps pleins non reconnus et on va y revenir. D'accord ? Avec François-Xavier Devetter, on a estimé, avec des outils quantitatifs importants, qu'un temps plein d'aide à domicile, ça correspond à 28 heures d'intervention, en face à face. D'accord ? Parce qu'il y a effectivement uniquement certains types de temps de travail, hein, on en parlait à la pause du matin, on parle de temps productif. D'accord ? C'est comme ça que les financeurs parlent et que les employeurs commencent à parler. Et donc, seuls les temps dits productifs sont comptés, alors qu'il y a tout un temps de travail qui n'est pas payé, qui n'est pas comptabilisé. Alors, globalement, pareil, ça, c'est fondamental et on travaille énormément là-dessus. Je l'évoque juste. Il y a globalement, tu en as parlé d'ailleurs dans ton rapport d'introduction, une dégradation très très forte des conditions de travail et d'emploi et de la qualité des services, parce que les deux vont de pair, on y reviendra en conclusion. Une convergence, à mon avis, est à construire d'urgence entre quand on dégrade le travail et l'emploi, on dégrade le service. Et ça, en gros, ça s'explique par ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique. En gros, c'est l'incorporation des pratiques de management issues du privé dans le service public, dans les associations et dans tous les secteurs qui, au départ, ne sont pas industriels. Et donc, il y a une industrialisation de ces secteurs-là, hein, avec des temps d'intervention d'une demi-heure, voire d'un quart d'heure, notamment pour de l'aide à la toilette, on pourrait y revenir. Et notamment le travail qu'on mène actuellement, à la fois avec les aides à domicile et puis aussi le secteur du handicap de la petite enfance, montre quelque chose d'extrêmement préoccupant, qui d'habitude est le cœur de mon intervention, mais là ça ne le sera pas, qui est évidemment la perte de sens du travail, de salariés qui ont fait des choix, qui aiment leur travail pour des raisons relationnelles, pour des raisons d'aide, et finalement, le cœur de ce qui fait un bon travail pour les salariés tend à être relégué au second plan, et ce qui devient premier, c'est finalement la quantité, l'accumulation de tâches quantifiables, tangibles, hein, qu'on peut nommer, qu'on peut voir, et creux de l'étrave. Voilà, donc ça pèse aussi énormément. Et donc finalement, les conclusions récentes des travaux qu'on mène avec François-Xavier Devetter et Annie Dussuet, donc sociologue, François-Xavier est économiste comme moi, c'est finalement, et ça c'est très fort et ça nous est apparu très clairement, c'est que globalement, le système de l'aide à domicile, il est insoutenable. D'accord ? Il est insoutenable, que ce soit pour les organisations, hein, financièrement, pour les salariés, une explosion des licenciements pour inaptitude. Hein, bien avant le BTP, on est dans le secteur premier en termes de risques professionnels et d'accidents du travail. Et il est insoutenable aussi pour les usagers et les usagères, puisque de l'aide à la toilette en une demi-heure avec des aides à domicile que les usagers et usagères n'ont jamais vues, il n'y a pas d'autre mot, ça s'appelle de la maltraitance, à la fois côté salariés et usagers. Donc ce système, il est insoutenable, et pourquoi il tient? Donc ça pose évidemment la place des femmes, on y reviendra en conclusion, la place des femmes à la fois dans le monde du travail, mais pas seulement dans la société aussi, hein, puisqu'en grande majorité, les personnes aidées sont des usagères, d'accord? Et donc le système, il ne tient que par le développement du travail gratuit des femmes, d'accord? Des femmes à deux niveaux.
premier niveau, le travail gratuit des aidantes familiales, avec la loi qui permet de compenser, etc. Donc ça, c'est majeur et c'est énorme. Il y a de plus en plus de travaux qui essayent de quantifier tout ça. Et puis, de manière au moins autant préoccupante, toutes nos enquêtes qualitatives qu'on fait avec des entretiens auprès d'aide à domicile montrent que se développe aussi très fortement le travail gratuit des salariés. C'est-à-dire l'idée étant que dans le temps imparti, dans le temps qui est payé, il n'est pas possible de faire un bon travail au sens des critères des salariés. Et donc il n'est pas rare que les salariés appellent le soir ou les week-ends pour vérifier que ça va, que les salariés badgent, puisqu'il y a des badgeuses, donc badgent pour dire à l'employeur qu'elle soit partie, pour être sûr que ce ne soit pas l'usager ou l'usagère qui paye le surplus, d'accord, et qui reviennent, soit sur leur temps de pause, soit le soir, pour vérifier ou pour faire les activités qu'elles n'ont pas pu faire. D'accord? Et donc ça, ça s'appelle simplement le développement d'exploitation du capital pour permettre à un système insoutenable de perdurer. D'accord? Donc évidemment, c'est au prix d'une usure très forte de ces femmes, que ce soit côté salarié ou usagère. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, vraiment, ce sur quoi je vais me concentrer, ça va être d'essayer de comprendre les freins à la reconnaissance des qualifications, malgré, et je le dis, tout le monde est d'accord, et je l'ai mis bien entre guillemets, pour dire qu'il est vraiment nécessaire de professionnaliser ce secteur. D'accord? Alors ça, c'est un mot valise, là je le dis Laurent, mais j'ai mis des guillemets donc j'ai le droit, parce que Laurent m'a mis au défi de ne dire aucun mot valise. Donc là, quand c'est entre guillemets, j'ai le droit. Donc effectivement, là pour le coup, c'est le stéréotype du mot valise, c'est-à-dire que quand on va voir professionnalisation, et pour des employeurs, ça va être de plus en plus rentable. D'accord? Pour les salariés et la CGT, ça va être reconnaissance des qualifications. Donc voilà, dans ce terme-là, il y a un consensus très mou autour de cette nécessité. Et évidemment, malgré ce discours-là apparemment consensuel, il y a des freins à la reconnaissance des qualifications. Donc nous, ce qu'on vous propose avec François-Xavier de Deveter, c'est 3 freins qu'on pense être, je ne sais pas si c'est exhaustif, vous me le direz d'ailleurs, on a l'impression que ça reprend à peu près tout ce qu'on a pu travailler depuis tant d'années sur ces questions-là. Et à chaque fois, vous le verrez, donc j'espère que ce ne sera pas trop ardu, mais vous me direz si ce n'est pas compréhensible, vous me le dites. À chaque fois, pour chaque frein, on voit que ça relève de stratégies à la fois des politiques publiques et à la fois des employeurs et des organisations. D'accord? Donc en fait, on peut dire que la non-reconnaissance de ces qualifications-là sont le résultat de stratégies à la fois publiques et privées, de politiques publiques et des organisations. Alors, le premier frein, c'est la négation des savoirs et savoir-faire mobilisés au quotidien par les salariés. D'accord? On commence à avoir, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de travaux, notamment de sociologie, on commence à avoir quand même beaucoup de matériaux pour justement comprendre dans la finesse et dans toute la complexité le contenu du travail au quotidien de ces salariés. D'accord? Donc du coup, les savoirs et les savoir-faire mobilisés, ils sont énormes, et il y a plein de travaux qui permettent de les mettre en visibilité, je ne reviens pas là-dessus. Globalement, il y a 2 processus qui mènent à cette négation de, finalement, toute la richesse et toutes les qualifications qui sont mises en œuvre au quotidien par les salariés. Le premier processus, c'est le fait de, on en a déjà parlé, naturaliser. Dans l'idée de naturaliser, c'est l'idée de faire croire que les compétences sont des compétences naturelles et féminines. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est un premier processus très fort. Et le deuxième, qui va ensemble, là, c'est du coup de dire, puisqu'il s'agit de compétences féminines, ce ne sont pas des qualifications qu'il est nécessaire de reconnaître, et du coup, il faut maintenir ces métiers accessibles à toutes les femmes, et donc un refus des politiques publiques de mettre ce qu'on appelle des barrières à l'entrée, c'est-à-dire de faire en sorte que les diplômes qui existent soient nécessaires pour exercer le métier. D'accord? Comme on le voit dans plein de secteurs sociaux et médico-sociaux, le fait d'avoir un diplôme est une nécessité pour exercer les métiers. Alors d'abord, côté politique publique, le fait de faire croire que ces compétences sont des compétences féminines et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de barrières à l'entrée, c'est vraiment depuis le début, donc ça on a montré dans plein de travaux qu'il y a une reconnaissance très tardive par les politiques publiques. Je l'ai dit en introduction, il a fallu attendre des années 50 à 96 pour qu'il y ait une première certification d'aptitude, et puis très ambivalente de la reconnaissance par les politiques publiques. Au sens fort de la constitution d'une profession, quand il y a reconnaissance des politiques publiques, il y a une barrière à l'entrée. D'accord? C'est-à-dire, il est nécessaire d'avoir un diplôme pour exercer ce métier-là.
Ça c'est la reconnaissance au sens fort. Et en fait, on voit que cette reconnaissance n'a jamais eu lieu, d'accord? Justement, puisqu'il y a toujours eu une ambition de concilier l'inconciliable, c'est-à-dire d'un côté, politique sociale, on s'adresse à des publics fragiles, mis en fragilité, d'accord? Et donc, il est nécessaire d'avoir des formations particulières. Ok? N'importe qui ne peut pas prendre soin de nos aînés dans la société. Et d'un autre côté, toujours, les conciliations avec les objectifs de ce qu'on appelle les politiques de création quantitative d'emploi, c'est-à-dire réduire le taux de chômage à tout prix, d'accord? En créant des bouts d'emploi, des miettes d'emploi, des heures d'emploi, et donc pour permettre l'absorption et l'insertion des demandeuses d'emploi non qualifiées. D'accord? Donc il y a toujours eu cette conciliation inconciliable en fait. Cette volonté de concilier ces deux objectifs qui sont contradictoires. Côté organisation, alors là, on a plein de... J'ai pas le temps et ça, c'est pas forcément nécessaire, mais on a plein d'extraits d'entretien des employeurs, que ce soit associatifs, publics ou lucratifs, hein, parce que oui, dans ce secteur-là, je l'ai pas dit, il y a plein de manières d'être employeur, je le dirai après. D'accord? Il y a soit les associations, soit le service public, soit les entreprises lucratives depuis 2005, et bien sûr, l'emploi direct, Rachel en a parlé, c'est-à-dire quand les particuliers sont directement employeurs des salariés. Et donc, on voit effectivement que dans les stratégies de recrutement des employeurs, il y a une survalorisation de ce qu'on appelle des critères extra-professionnels, c'est-à-dire le fait d'être femme et le fait d'être ce qu'on appelle la disponibilité temporelle, c'est-à-dire le fait d'être sûr que les salariés soient disponibles pour pouvoir intervenir sur des temps si éclatés. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les deux critères de recrutement favorisés. Il y a, on le voit en tendance, hein, depuis 2002, on voit qu'il y a un développement des formations non qualifiantes qui ont pris la place, peu à peu, des formations qui étaient qualifiantes. D'accord? Et donc, effectivement, quand on regarde dans l'enquête emploi de l'INSEE, il y a une majorité de salariés qui, au cours des 18 derniers mois, ont reçu une formation. D'accord? Mais formations, quand on dit ça, on dit rien. Et ce qu'on regarde, quand on va voir de plus près, on voit que souvent, ce sont des formations d'une demi-journée ou d'une journée sur gestes et postures, sur des formations techniques d'opérationnalisation. Je sens que ça parle. Voilà, vous ne voyez pas ce que je veux dire, et ben voilà. Et donc, on voit effectivement ce développement de formations non qualifiantes. Quand on dit non diplômante, ça veut dire non reconnaissance derrière. Et puis, il y a quelque chose qui est... Alors, tout à l'heure, Rachel a parlé de la VAE en disant que c'était sous-utilisé. En fait, le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale a été le premier diplôme d'état ouvert à la VAE. C'est donc la validation des acquis de l'expérience. Pourquoi? Parce qu'on a estimé effectivement que les aides à domicile étaient massivement des salariés qui n'étaient pas diplômés au départ, mais qui ont acquis, et vous l'avez dit aussi, des années et des années d'expérience, des compétences, des savoir-faire, des savoirs énormes, et donc que la validation des acquis d'expérience pouvait permettre la reconnaissance des qualifications. Il y a des employeurs, ça existe, j'en ai rencontré, qui ont joué le jeu de cette augmentation de l'accompagnement collectif et du financement de l'accompagnement à la VAE. Donc en 2003-2004, on a vu effectivement, dans les statistiques ça grimpe, on a vu effectivement une montée en qualification des salariés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le tarificateur, donc le financeur public, globalement, les départements, n'ont pas pris en charge l'augmentation de la masse salariale. D'accord? C'est-à-dire que pour un même nombre de salariés, ça coûtait plus cher puisque les salariés étaient qualifiés, non prise en charge de l'augmentation de la masse salariale. On a vu des associations qui avaient joué le jeu de la qualification fermées, licenciées. Et moi, j'ai rencontré des salariés qui ont dissimulé le fait d'avoir leur diplôme pour pouvoir être embauchés. Donc on a aujourd'hui des salariés qui ont été détentrices d'un diplôme d'État et qui sont embauchées parmi les non qualifiés parce qu'elles sont estimées comme étant trop chères par rapport à ces activités qui doivent rester des gisements d'emploi non qualifiés. Donc là, on est vraiment dans l'idée qu'il ne faut surtout pas de barrière à l'entrée et que parce qu'il s'agirait de compétences féminines. Ensuite, et c'est toujours la contrepartie, hein, tout ce qu'on peut dire sur la reconnaissance des qualifications, c'est exactement la même chose sur la reconnaissance des pénibilités. Des pénibilités qui sont niées, qui sont invisibilisées et donc évidemment sans contrepartie. Alors au niveau des politiques publiques, on le voit, on a étudié les accords et les discussions, les réflexions autour de la reconnaissance des pénibilités, notamment dans le cadre de la possibilité de départ anticipé à la retraite. Hein, c'est un enjeu énorme, la reconnaissance des pénibilités. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est pénibilité dite
tertiaires, elles sont complètement niées, on fait comme si elles n'existaient pas. D'accord? Et on sait que dans ces secteurs-là, il y a un cumul des pénibilités industrielles, port non pas de charges lourdes, c'est les nomenclatures officielles, mais du coup, port de corps lourds, d'accord? Nuisances chimiques aussi, avec les produits d'entretien dont on ne mesure pas ce qu'il y a dedans, le nombre d'aides à domicile qui disent que chez les personnes âgées, il n'y a pas de serpillière suffisamment haute pour ne pas être obligé de se mettre à quatre pattes, etc. Donc tout ça, on est dans des pénibilités industrielles et des pénibilités tertiaires, évidemment, sur le fait d'être en face à face avec des gens qui vont mal, de ne pas avoir la possibilité de faire correctement leur travail, de répondre aux besoins, d'être face à de la détresse, à la fois des personnes aidées et puis des familles. Et puis la gestion de ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, alors ça c'est pareil, hein, ça veut simplement dire comment faire quand globalement les usagers ont des attentes au moment de l'intervention et les familles, on sait qu'elles en ont d'autres. Voilà, donc ces pénibilités-là sont globalement liées. Le fait, donc non seulement les pénibilités sont liées, mais elles sont accrues par les politiques publiques, parce que de plus en plus, et ça c'est terrifiant, les évolutions depuis 2004 sont terrifiantes, on voit que dans ce qui est pris en charge dans le temps rémunéré, dans le temps financé par les financeurs publics, c'est ce qu'ils appellent le temps productif. D'accord? Donc il y a un calcul extrêmement restrictif de ce qui doit relever comme étant du temps de travail, ce qui, on le verra après, ce qui se répercute en termes d'intensification et d'accroissement de la pénibilité des salariés de manière extrêmement forte. Et puis, évidemment, hein, on est dans des secteurs dits de particuliers, hein, on dit toujours, c'est particulier parce que c'est chez les domiciles, et puis c'est la liberté des usagers de pouvoir rester dans leur domicile privé. Globalement, ça veut dire que tout ce qui existe en termes de prévention, d'inspection du travail, etc., c'est des choses qui se mettent en place de manière extrêmement laborieuse, voire sont absentes dans ces secteurs-là. Côté organisation, la manière de nier les conditions de travail, les pénibilités, c'est globalement, on voit qu'il y a un discours extrêmement fort chez les employeurs de survalorisation de la figure de l'usager. D'accord? On est là pour rendre service. Et du coup, tout ce qui relève du travail salarié, les conditions de travail, les conditions de pénibilité, on ne va pas mettre ça sur le devant de la scène quand même. Ce qui est important, c'est qu'on soit là, qu'on soit présent et qu'on fasse presque don de sa personne pour venir en aide aux publics fragilisés et aux usagers. Ça, c'est une rhétorique dans le discours qui est extrêmement forte, singulièrement chez les employeurs associatifs. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'où, à mon avis, l'urgence d'essayer de construire des convergences entre salariés et usagers, on y reviendra. Là aussi, hein, employeurs, il y a certains employeurs qui, évidemment, respectent le calcul du temps de travail par les financeurs, mais il y en a qui sont bien plus ailés et qui contraignent encore plus le calcul du temps de travail. La télégestion, le fait effectivement que les salariés, dans quasiment partout maintenant, j'ai vu 2 associations dans lesquelles il n'y a pas encore, le fait de badger, hein, ça veut dire derrière qu'il y a un calcul très restrictif du temps de travail et que historiquement, il était admis qu'il fallait faire confiance à l'expertise professionnelle des salariés pour se dire on pénètre dans un domicile privé, on ne sait pas à l'avance l'étendue des besoins. D'accord? L'idée d'une personne qui s'est souillée 5 minutes avant de partir, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut badger à l'heure, on la laisse. D'accord? L'idée du travail bien fait et de ce qu'on doit faire pour répondre aux besoins font que du coup, il y a effectivement un relais des stratégies des employeurs sur un calcul très très restrictif du temps de travail. Et on y reviendra, ça à mon avis c'est central et c'est ce qu'on dit trop peu globalement dans la société, et c'est le grand absent du film de Ruffin et Perret, je le regrette fortement, c'est globalement, il y a une stratégie des employeurs très forte, alors là hein, c'est commun à tous les secteurs d'activité, hein, mais là on parle de ce secteur-là, on verra en conclusion que finalement c'est un laboratoire pour tous les autres pans du salariat et que ça concerne tout le monde, c'est la menace des collectifs de travail. C'est le fait de casser ces collectifs de travail qui sont considérés comme étant du temps non productif. D'accord? Et Annie Dussuet, que j'ai déjà cité, a montré superbement que dans l'aide à domicile, quand il y a des espaces collectifs de travail, c'est un vecteur de prévention des risques professionnels très efficace. D'accord? Donc on voit que non seulement les pénibilités sont niées, mais en plus elles sont accrues, elles sont renforcées, à la fois par des stratégies publiques et privées. Alors deuxième frein, là j'ai mis des guillemets parce que c'est les termes un peu officiels, mais vous inquiétez pas, ça va être clair. L'idée, c'est que pour l'objectif de ce frein-là,
c'est des stratégies pour trouver des salariés, pour réussir à recruter sans augmenter les salaires. D'accord? En gros, c'est ça la stratégie. Et comment on fait pour arriver à continuer de recruter, puisqu'il y a une croissance des besoins, d'accord, sans avoir à augmenter les salaires pour attirer les salariés? On parle beaucoup de, deuxième mot valise, mais je vais l'éliminer, d'attractivité du secteur, c'est un terme absolument gerbant. L'attractivité du secteur, derrière, il y a l'idée, comment faire croire que c'est attractif sans du tout toucher rien du tout de ce qui est dur. C'est-à-dire des salaires, des conditions de travail, de la reconnaissance du temps. D'accord? Et donc, l'idée, c'est la mise au travail de nouvelles catégories de personnes, d'accord, qui ne trouveraient pas d'emploi par ailleurs, pour pouvoir faire en sorte de les mettre au travail sans du tout augmenter les salaires. Alors là, c'est ce qu'on a étudié, hein, tous les discours qui sont faits et les mesures politiques qui sont passées complètement à l'as et dont personne ne parle. C'est globalement, il y a une stratégie très forte de mise au travail des mères et des femmes migrantes qui regroupent finalement une catégorie de population pour lesquelles ces compétences-là, elles sont innées. Hein, les mamans africaines, on en parle des mamans africaines, le nombre d'employeurs qui nous parlent des mamans africaines, qui du coup sont vraiment au top dans ces secteurs-là. D'accord? Donc vous voyez, on disait tout à l'heure un cumul à la fois de l'exploitation du capital sur travail des hommes sur des femmes, et là on peut mettre aussi un cumul d'autres revers d'exploitation, notamment par rapport à la nationalité, les origines. L'autre stratégie pour essayer de faire en sorte de continuer à recruter sans augmenter les salaires, on y reviendra, c'est rendre socialement le travail sous-payé comme étant acceptable pour ne pas avoir à aborder la question de l'augmentation des salaires. D'accord? On y reviendra juste après. Alors, au niveau des stratégies, des politiques publiques... tu m'arrêtes. On t'a commencé en avant. Donc, au niveau des stratégies, des politiques publiques, il est clair, et là pour le coup on a fait un travail avec des conseillers en insertion professionnelle, notamment de Pôle emploi et des missions locales, qui sont dans des désarrois terribles, parce qu'en fait, pas les préconisations, mais les directives qu'ils ont, c'est quand il y a des femmes non qualifiées, alors souvent en seconde partie de carrière, soit licenciées de l'industrie, soit qui ont eu un accident de parcours de vie, et donc qui doivent aller au travail alors qu'elles ont consacré leur vie, leur première partie de vie active, à s'occuper de leurs enfants notamment, une directive, service à la personne, d'accord? Et singulièrement, aide à domicile. Et donc il y a une orientation spécifique avec des directives officielles spécifiques qu'on a pu se procurer, qui disent clairement, ça sert à rien, on doit chronométrer, hein, ce qu'on dit sur l'industrialisation, c'est vrai aussi pour les conseillers emploi, ça sert à rien de prendre trop de temps pour essayer de comprendre les aspirations professionnelles, hop, femme peu qualifiée, allez hop, service à la personne. Ok? Donc ça, c'est première chose. Et puis, ça, c'est beaucoup François-Xavier de Vetter qui a travaillé là-dessus. C'est finalement, lui, il voit un lien entre la désincitation faite aux femmes avec les congés parentaux, etc., l'incitation à sortir de la sphère professionnelle pendant plusieurs années, et du coup, une stratégie pour faire en sorte que un des seuls secteurs d'activité qui accepte de recruter des femmes qui se sont arrêtées de travailler plusieurs années, c'est les services à la personne et l'aide à domicile. D'accord? Donc du coup, l'idée, c'est effectivement la mise au travail de ces catégories-là de personnes qui sont considérées comme étant peu employables par ailleurs, d'accord, pour permettre de continuer à recruter sans avoir à augmenter les salaires. L'idée étant que ça devrait être une stratégie pour continuer de répondre aux besoins qui augmentent sans du tout avoir à augmenter les salaires, d'accord? Côté organisation, alors là, si on a le temps, je vous citerai des passages d'entretien avec les employeurs sur les fameux emplois des mamans, d'accord? Donc effectivement, les entretiens avec les employeurs disent que vraiment, eux, leur salarié idéal, c'est vraiment des mamans, d'accord? Qui ont vraiment besoin de travailler. Bon, ok, il y a un extrait d'entretien là qui dit bon, ok, on leur laisse leur mercredi parce que voilà, mais finalement, c'est du gagnant-gagnant, hein, parce que le reste de la journée, finalement, elles sont disponibles, elles ont besoin de travailler, et si on concède de leur laisser le mercredi, c'est du gagnant-gagnant, et le mercredi, on compense avec des CDD, d'autres types de salariés. Et puis, l'emploi de femmes migrantes aussi, alors là, il y a un accord qui est complètement passé en invisibilité. Il y a eu un accord en 2008, donc l'ANSP, donc maintenant elle n'existe plus et c'est tant mieux, c'était l'Agence nationale des services à la personne,
d'accord, qui a été créé juste après le plan Borloo pour essayer de faire de la pub sur ces métiers-là et sur ces activités-là. Il y a eu un accord entre l'ANSP, donc l'Agence nationale des services à la personne, et le ministère de l'Immigration pour une orientation prioritaire. Donc pareil, des directives de tous les conseillers emploi, des missions locales et de Pôle emploi vers ces secteurs-là. D'accord? Donc là, vous voyez, un accord, et d'ailleurs, il y a une lutte en 2009 où des travailleuses sans papier, avec la CGT notamment, ont occupé le siège de l'ANSP, justement pour revendiquer la régularisation par le salaire. Donc ça, c'est la première grosse partie de comment trouver des salariés sans augmenter les salaires. Et la deuxième partie, alors là, vraiment, c'est effectivement très important, c'est comment faire en sorte de finalement rendre le travail sous-payé acceptable. Comment essayer de développer des stratégies pour qu'on n'ait pas à aborder la question de l'augmentation des salaires. Et ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal, hein. Parce que, à part dans certains lieux, très sincèrement, on en parle très peu, hein. On en parle très peu de ces questions-là. Donc, stratégie des politiques publiques, évidemment, avec le revenu de solidarité active, le RSA, et le cumul des revenus de travail et des minima sociaux. Et là, on a vu que dès la mise en place de l'Agence nationale des services à la personne, il y a eu une communication massive des entreprises privées lucratives d'aide à domicile et de l'Agence nationale des services à la personne pour dire « Vous inquiétez pas, celles qui ont le RSA, venez, vous allez travailler un peu, il n'y aura que quelques heures d'emploi, mais du coup, on va vous augmenter vos revenus. Et finalement, en pouvant cumuler les revenus issus d'un emploi partiel et des minima sociaux, on arrive à vivre, d'accord? Et donc, du coup, c'est une manière, justement, de passer au second plan la question du temps de travail, la question des salaires, d'accord? Comment faire pour compenser les bas salaires au lieu de comment faire pour augmenter les salaires. Et puis, effectivement, alors là, on a des stratégies très fortes des organisations. Donc là, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'idée de la sélection des catégories de population qui sont considérées comme étant inemployables pour être sûr de les garder. D'accord? Les employeurs vont tous nous dire on a un problème important dans ce secteur-là, c'est le fameux turnover, c'est-à-dire le fait que les salariés restent peu. D'accord? Pourquoi? Parce que les conditions sont inacceptables. Cela étant dit, une stratégie pour essayer de fidéliser, entre guillemets, la main-d'œuvre sans avoir à augmenter les salaires et sans avoir à améliorer les conditions de travail, c'est d'essayer d'employer des inemployables, d'accord? Inemployables entre plein de guillemets, hein, c'est-à-dire en disant finalement, toutes ces demandeuses d'emploi-là qui ne trouveront pas ailleurs, mais nous, comme on est sur des critères de recrutement qui ne sont pas professionnels, ça nous va bien, d'accord? Et donc, et avec un maintien dans l'inemployabilité, entre guillemets, et donc on a plusieurs extraits d'entretien avec les employeurs qui expliquent que finalement, leur salarié idéal, c'est celle qui commence à passer la validation des acquis de l'expérience, qui ne valide que quelques modules, d'accord? Donc on voit bien qu'elles ont les compétences, etc. Donc on peut les positionner sur des activités qui nécessitent des qualifications, sans avoir à les payer au sens de la qualification, parce que pas de validation totale. D'accord? Donc on voit bien que le développement aussi des formations non qualifiantes s'inscrit dans cette stratégie-là, de maintenir dans une forme de, finalement, nous ça nous va, il faut faire en sorte qu'elles restent sans les payer davantage, d'accord? Et donc on est à fond sur cette rhétorique, sur cette idéologie d'exploitation, à la fois, voilà, de tout ça. Troisième et dernier frein, alors peut-être pas dernier, hein, peut-être que, c'est la division des salariés. C'est la division des salariés. Donc quand je dis peut-être pas dernier, c'est peut-être vous allez en trouver d'autres que j'ai pas vu. Ce sera dans le débat. Voilà, c'est ça, c'est dans le débat. Dernier frein, c'est la division des salariés. On a tendance à se dire, ce qui n'est pas faux, hein, ce qui est complètement vrai, oui mais ces salariés-là, il n'y a pas de collectif, les salariés sont dispatchés sur des lieux éclatés, sur des temps éclatés, etc. Certes, sauf que historiquement, dans le cadre des emplois publics et associatifs, il y avait eu une invention d'un mode d'organisation qui était collectif. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait des espaces collectifs de travail, avec des temps de formation bien sûr, des temps de droit d'expression, des temps de réunion collective, des temps de travail collectif qui font qu'il y a qualification et qui font qu'il y a métier, d'accord? Et que déjà, ils étaient peu nombreux par rapport au modèle de la grande entreprise industrielle, mais en plus, ils sont de plus en plus remis en cause. Alors, il y a 3 facteurs de division des salariés, et d'ailleurs, tout à l'heure, l'intervention de la copine, ça m'a fait écho à ça, je ne sais pas si vous allez vous y retrouver. Il y a 3 processus. Premier élément, concurrence entre employeurs.
Donc je l'ai un petit peu dit. Donc stratégie des politiques publiques à chaque fois et des organisations. Politique publique, concurrence des employeurs, c'est-à-dire que depuis 2005, il y a une mise en concurrence des employeurs. Quand on dit mise en concurrence, c'est que forcément à un moment, il y a une pression sur les coûts. D'accord? Voilà. C'est de la théorie économique de base. À partir du moment où il y a concurrence, il y a toujours pression sur les coûts. Il peut y avoir d'autres formes de pression, mais ça, c'est le fondamental. Et donc, effectivement, la mise en marché de ce secteur-là, avec donc une pluralité d'employeurs, et puis des conditions salariales qui sont sensiblement différentes selon les types d'employeurs. Donc là, il y a plein de travaux qui existent, notamment parce qu'il y a plusieurs conventions collectives, on y reviendra, mais il y a plein de travaux qui existent qui montrent qu'au niveau des salaires et au niveau des conditions de travail, il y a des différences sensibles selon le type d'employeur. D'accord? Et donc, je crois que je l'ai mis après, non, je ne sais plus, je le dis là, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a notamment dans le choix des politiques publiques, en France, et ça c'est un choix politique, qui est de favoriser au maximum le particulier employeur. L'emploi direct, c'est-à-dire quand les personnes sont directement employeuses des salariés. Ça c'est un choix politique parce que par exemple il y a des pays comme la Belgique où tout ce qui est aide à domicile auprès des publics fragiles, ce statut-là n'existe pas. D'accord? Et c'est ce choix politique qui a été fait en 91 d'abord, de nouveau en 96 et vraiment encouragé en 2005, ça a été un choix politique qui n'est jamais passé par la case discussion collective sur est-ce qu'on veut de ce choix de société-là, d'accord? Et parce que finalement c'était oui mais qui veut lutter contre le chômage et lutter contre le travail non déclaré, on n'a pas le choix, il faut développer l'emploi direct. Côté salarié, il n'existe pas de convention collective plus défavorable aux salariés que la convention collective du particulier employeur, d'accord? Et côté usager et usagère, quand on se retrouve au conseil des prud'hommes, quand on n'a pas toute sa tête, et ben, c'est vraiment très douloureux également. Côté organisation, une pluralité de conventions collectives, d'accord, qui clairement a des différences énormes. On en parlait aussi tout à l'heure à la pause du matin. Un seul exemple qui est fondamental dans ce secteur-là, les temps de trajet. Dans certaines conventions collectives, le temps de trajet, je ne parle même pas de l'indemnisation, hein, mais le temps de trajet est considéré comme étant du temps de travail. Accident de la route, c'est un des risques professionnels les plus importants. S'il y a un accident de la route, on peut le reconnaître un accident du travail. Convention collective du particulier employeur et des entreprises lucratives, ce n'est pas considéré comme étant du temps de travail. S'il y a un accident sur la route, c'est pour ta porte. D'accord? Et, je le dis quand même, puisque j'ai un tout petit peu de temps, très très souvent, il y a du multi-employeur. D'accord? Donc les salariés peuvent intervenir de 8h à 9h sur le régime prestataire, c'est-à-dire on reconnaît le temps de travail comme étant, le temps de trajet comme étant du temps de travail, de 9 à 10 en particulier employeur ou mandataire, c'est quasiment comme le particulier employeur, et là ça l'est pas. Si au milieu il y a un accident de la route et qu'il n'y a pas d'organisation syndicale ou de représentant du personnel, comment on fait pour reconnaître cet accident, l'accident du travail? Il y a une stratégie, alors là c'est vraiment le lucratif, et puis certaines fédérations d'aide à domicile, d'associations, pardon, c'est le fait de fonctionner en toute petite agence. D'accord? Toute petite agence, pour éviter évidemment la représentation syndicale. Donc là la CGT, ça fait depuis des années qu'elle travaille cette question-là, et notamment ont essayé de créer des syndicats départementaux pour faire en sorte, pour faire reconnaître l'employeur collectif, pour faire en sorte qu'il y ait des représentations syndicales, mais ça continue de se développer avec des toutes petites agences, des micro-agences, et puis le recours aux mandataires, c'est un peu technique, j'y reviens pas, c'est simplement comment des organisations collectives acceptent d'organiser des interventions dans lesquelles l'organisation collective n'est pas employeuse, mais c'est bien l'usager et l'usagère qui est employeur. Donc ça, c'est vraiment sur concurrence entre employeurs, et on voit que cette concurrence-là se joue évidemment sur les conditions de travail et les conditions de salaire des salariés. Ensuite, la concurrence entre métiers. C'est là où ton intervention m'a fait penser à ça. Concurrence entre métiers, c'est-à-dire que la manière dont les politiques publiques reconnaissent ces secteurs-là, ces métiers-là, ça se fait sur la base de la division de la reconnaissance professionnelle. On aurait pu faire un choix politique qui aurait été, comme ça s'est fait dans plein d'autres professions, qui aurait été de prendre avant tout les caractéristiques des usagers et des usagères. Public dit fragile, action sociale et médico-sociale, quel que soit le type d'activité qu'on réalise dans ces domiciles-là, il s'agit d'un travail social et médico-social. Parce qu'on n'intervient jamais que pour du ménage. Ça, c'est pas vrai. Il y a de la veille sociale, il y a de la veille sanitaire, il y a du lien social,
D'accord? Donc en fait, on n'intervient jamais pour des tâches qui ne nécessitent pas de qualification à partir du moment où on pénètre dans les domiciles privés de publics dits fragiles. Et ce qui s'est passé, c'est que la manière dont les reconnaissances professionnelles ont été faites, qui se voient dans les accords de branche, dans la convention collective de la branche aide à domicile, c'est qu'en fait, on est allé chercher, on est allé dénicher les différentes tâches, où on a mis des tâches qu'on estime être non qualifiées chez les mêmes personnes, et des tâches qu'on estime être qualifiées chez les mêmes personnes. Et donc, il y a une division de la reconnaissance professionnelle qui, de fait, ont divisé les salariés. Au moment où il y a eu beaucoup de départs pour la validation des acquis de l'expérience, ça a généré des conflits dans les équipes et des tensions à l'intérieur des équipes d'aide à domicile terribles entre celles qui avaient peu d'ancienneté, qui arrivaient à décrocher la VAE rapidement, donc qui étaient mieux payées pour le même boulot, d'accord, et d'autres qui avaient des années et des années et des années d'ancienneté pour plein de raisons qui leur sont propres. La VAE peut faire peur, et du coup ne passez pas la VAE et restez dans de la non-reconnaissance sociale et de la non-qualification. Et puis, côté organisation, je vais donner qu'un seul exemple, c'est vraiment une organisation du travail qui rend encore plus violente ces divisions entre salariés, c'est typiquement les interventions du week-end. Conventionnellement, on intervient les week-ends quand on aide à domicile que pour des personnes très dépendantes. D'accord? Si on suit la logique conventionnelle, personne très dépendante, personne qualifiée en face. C'est la logique des diplômes et de la reconnaissance. On voit que l'organisation du travail les week-ends se fait de manière indifférenciée dans plein d'organisations, que ce soit services publics, associations, entreprises lucratives, avec des salariés qualifiés et non qualifiés. Donc ça exacerbe les tensions, évidemment, et le sentiment d'injustice, puisque pour pas du tout le même salaire, on intervient les week-ends pour exactement les mêmes activités. D'accord? Donc ça, évidemment, ça renforce. Et puis, dernier élément, évidemment, qui est aussi fondamental, c'est l'affaiblissement des collectifs de travail, avec d'un côté... Ah bah je voulais le dire là, c'est bien comme ça, je l'ai déjà dit, je savais plus que je voulais le dire. Donc effectivement, les stratégies des politiques publiques, le fait d'encourager l'emploi direct, c'est la volonté de mettre en place des formes de travail absolument pas collectives, complètement individualisées. D'accord? Donc ça, c'est un des premiers ressorts. La mise en concurrence, évidemment, des employeurs font que, et ça on pourrait le voir, hein, on a étudié l'évolution des tarifications, ce qui n'est plus financé, globalement, c'est tout ce qui relève de l'organisation collective. D'accord? Par les tarificateurs. Donc là, on voit bien qu'il y a une pression sur l'organisation collective, avec des tarifications qui sont extrêmement restrictives, et qui ne considèrent comme temps financé par la collectivité uniquement le temps au domicile, et encore, pas n'importe quel temps au domicile. Le temps au domicile qu'on peut chronométrer sur la base de tâches concrètes. D'accord? Tout ce qui est aide, accompagnement, veille, c'est pas tarifé. Et puis, côté organisation, sur l'affaiblissement des collectifs de travail, c'est bon? Oui. C'est la remise en cause des temps collectifs. Alors là, pour le coup, les copines, ce serait chouette que vous puissiez intervenir après, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sur tout ce qui est dénoncé par l'employeur sur ces questions-là. Et puis, l'industrialisation des services, avec vraiment une augmentation des cadences. Et puis, encore une fois, des interventions d'un quart d'heure dans certains départements, des interventions d'une demi-heure qui sont devenues la norme, alors qu'il y a encore 20 ans, il n'y avait pas d'intervention de moins d'1 heure et demie, parce que l'idée étant que quand on est dans les domiciles des personnes, on ne peut pas intervenir sur des temps trop courts. Alors, les perspectives syndicales dans ce contexte-là, c'est pas de moi, ça c'est un petit peu ce que j'ai essayé de synthétiser de tous les retours qu'on a pu avoir, qu'on a pu construire avec des salariés dans ce type de journée dans lesquelles on intervient et on discute, d'accord? Donc les perspectives syndicales, c'est d'abord la mise en visibilité des qualifications professionnelles. Il y a le collectif régional aide à domicile Rhône-Alpes qui avait fait, ça commence à dater, des fiches qualifications où c'était vraiment les salariés qui avaient travaillé sur c'est quoi les qualifications professionnelles et pourquoi en fait ce sont des métiers qualifiés. Évidemment, la mise en visibilité, la reconnaissance des pénibilités. Alors je sais pas du tout où ça en est, mais je sais qu'il y avait des tentatives pour essayer de travailler de manière commune entre les salariés et par exemple les représentants CGT dans les CARSAT, etc., qui travaillent sur les critères de pénibilité, sur les grilles de pénibilité.
il y a quelque chose qui vraiment revient dans toutes les discussions, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des convergences entre les usagers et les salariés. Très souvent, quand on est en entretien avec des usagers, ça c'est très vrai aussi dans les EHPAD et dans l'aide à domicile, on se rend compte que souvent les usagers n'osent pas, entre guillemets, se plaindre, n'osent pas dire que les conditions de service sont inacceptables parce qu'ils et elles ont peur que ça se retourne contre les salariés, qui, ils et elles le voient bien, font exactement ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. D'accord ? Et du coup, ça c'est extrêmement efficace pour maintenir un système insoutenable, c'est que les conditions côté salarié sont insoutenables, côté usager sont insoutenables, mais les salariés compensent pour le bien-être des usagers, les usagers compensent et se taisent pour pas que ça se répercute sur les salariés. Et donc, est-ce que finalement, notamment dans le cadre de la CGT, il est possible d'essayer de construire des convergences pour essayer d'être force de proposition sur quel type de service on veut, etc. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, méprisons nos entraves. Debout, debout.